dans le principisme en parlant de la justice. Effectivement, on en était resté, on avait dit qu'effectivement aux États-Unis, il y avait encore des problèmes de toute façon de prise en charge et d'équité, puisqu'on avait, si je me souviens bien, parlé du problème de l'utilité sociale et de la dialyse, hein. Je crois que c'était là qu'on en était resté. Je vous avais montré une plaque qui montrait que de toute façon, dans la prise en charge des patients noirs américains, des afro-américains, comme on dit, il y avait toujours des différences et des discriminations au niveau des prises en charge, en particulier au niveau des urgences. Par exemple, pour le traitement de la douleur. Il y a un médecin qui avait vu d'ailleurs dans un des grands journaux américains, le New England Journal ou le JAMA, il y a 2 ans ou 3 ans, écrit son expérience. Il avait dû aller aux urgences. C'était un médecin noir et il avait été plutôt maltraité. On n'avait pas pris considéré euh, son problème douloureux. Donc, tout cela existe encore, malheureusement. Alors, euh, on en était resté à ce problème donc de la justice et de l'unité sociale. Et voilà, on en était resté donc à ces biais euh, dans la prise en charge qui sont dus justement à ces problèmes d'utilité sociale. Alors, il faut savoir que ce principe de justice, donc aux États-Unis, c'est une répartition de l'ensemble des ressources pour essayer de satisfaire le plus grand nombre. En fait, le gâteau, enfin la somme, elle n'est pas extensible à l'infini. Euh, et il y a des marqueurs qui ont été créés, des marqueurs médico-économiques qui permettent justement d'évaluer ce fardeau des maladies, ce principe de la balance bénéfice-risque au niveau de la société. Et il y a deux marqueurs qui sont importants à connaître, hein, dans ce principe de justice. C'est le CALI, qui est en fait, alors vous avez le nom de l'acronyme, hein, Quality Adjusted Life Year, c'est l'espérance de vie qui est ajustée par la qualité de vie liée à la santé. En fait, c'est ce qui est marqué dessous, hein, c'est la durée qu'une personne est susceptible de vivre dans un état de santé donné. Et ça permet effectivement, en termes médico-économiques, euh, de calculer des ratios coût-utilité, donc de répartir au mieux les ressources et de satisfaire ainsi, enfin satisfaire, en tout cas produire une politique de santé. En fait, ça consiste à lier la durée de vie et les conditions de la qualité de vie. Euh, et vous voyez cette phrase, rien ne justifie de maintenir en vie d'une personne coûte que coûte, en vie une personne coûte que coûte, qui s'oppose au principe de l'unité, qui s'oppose à ces valeurs absolues, hein, cette éthique de conviction de Weber sur la vie, qui est un principe de respect absolu. Elle est en résonance alors que ça, c'est un cours qui est écrit maintenant depuis quelque temps, totalement en résonance avec ce qui se passe dans l'épidémie de Covid. Vous avez dû entendre parler, et ce sont nos collègues italiens les premiers qui ont été confrontés à cette problématique, qui a concerné en fait beaucoup de pays ensuite, dont la France et les États-Unis, sur l'allocation des ressources en réanimation. L'allocation des ressources en réanimation, c'était est-ce que tel patient, on va le ventiler, le mettre sur respirateur en sachant qu'il a tel âge, qu'il présente des facteurs de risque, alors qu'un patient plus jeune vient d'être admis aux urgences et lui peut-être, forcément, si on le met sur respirateur, pourra s'en tirer. C'est une problématique qui est en plein dans l'éthique, hein, clinique et à laquelle les Américains, en particulier, répondent de manière très utilitariste, hein, c'est-à-dire, et en plus, en déportant le problème, en disant que le médecin doit soigner, et c'est pas au médecin à faire ce choix, c'est au comité d'éthique qui, alors aux États-Unis, c'est particulier. Le comité d'éthique, c'est pas nécessairement des médecins, il peut y en avoir, mais ce sont des éthiciens, ce sont des professionnels de l'éthique qui vont raisonner comme un juriste dans un hôpital américain raisonne, c'est-à-dire ils vont appliquer des règles et prendre des décisions, oui, non, en déchargeant totalement les médecins de ce type de décision, et c'est eux qui se chargeront d'annoncer ça à la famille.
En Italie, en France, c'était différent. En fait, ça a incombé malheureusement aux équipes qui ont été confrontées à des dilemmes extrêmement douloureux pour eux, euh, qui posent d'ailleurs des problèmes psychologiques après. Donc, ce principe de justice, il, il est important à considérer, surtout ce marqueur quali, il a une réalité. On va le voir tout à l'heure, juste après. Le deuxième marqueur, c'est le DALI. Le DALI, alors, c'est la Disability Adjusted Life, c'est l'espérance de vie corrigée de l'incapacité que présente la personne. C'est l'espérance de vie en bonne santé, ou le nombre d'années qui sont perdues à cause d'une maladie, d'un handicap, etc., d'une mort précoce. En fait, ça quantifie la charge de morbidité et on peut le représenter, ce DALI, avec les années vécues avec un handicap et les années de vie perdues. C'est la somme, en fait, de ces deux marqueurs-là, qui peuvent être utilisés indépendamment pour des études médico-économiques. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est totalement abstrait, puisque, par exemple, dans le Lancet, qui est un des plus grands journaux médicaux au monde, il y a régulièrement, en fait, des articles du GBD, le Global Burden of Disease Study. Là, c'est 2013, mais ça continue sur tout un tas de pathologies qui comparent avec ces marqueurs un certain nombre de maladies et de traumatismes dans différents pays. En fait, ces marqueurs permettent de faire cette comparaison, et dans cet article-là, on se rend compte que quand on est diabétique de type 1, il vaut mieux vivre dans un pays occidental que dans certains pays pauvres, parce que l'espérance de vie est extrêmement réduite. Bon, ça pourrait paraître intuitif, mais là, effectivement, ces marqueurs donnent une mesure et permettent d'adapter les politiques de santé, y compris au niveau international, même si l'OMS a été ces derniers temps extrêmement critiquée. On est là sur deux marqueurs qui vont mesurer la mortalité et la morbidité. Et donc, on est bien dans la politique de santé et l'évaluation des traitements. Au fond, ce qu'on cherche, c'est au niveau de la société, d'avoir une politique de santé qui permette d'avoir le meilleur coût par rapport à l'efficacité. Ça peut être le cas des greffes cardiaques, on a dit tout à l'heure, enfin des greffes en général et cardiaques, par exemple. Et on a vu tout à l'heure que la dialyse faisait partie de cette prise en charge. Le problème, c'est que quand on regarde la société avec un CALI et un DALI, la vraie réponse, c'est celle dont on vient, enfin la vraie réponse, la vraie question en tout cas, c'est celle dont on vient de parler au sujet des patients en réanimation, les patients Covid en réanimation à un certain âge. Est-ce que les jeunes adultes et les valides sont-ils plus productifs et utiles à la société? Et est-ce que la valeur de la santé diminue avec l'âge? Alors ça, encore une fois, ça, je l'avais écrit avant l'épidémie de Covid, mais ça rentre vraiment en résonance avec l'épidémie de Covid, puisqu'on a vu que c'était tout à fait commun désormais dans les discussions qu'on peut avoir, dans les informations qu'on a sur cette épidémie de Covid, hélas. Il faut quand même tempérer du point de vue français. Alors, on avait dit que l'utilitarisme, le conséquentialisme, c'était plutôt quelque chose qui était anglo-saxon, avec forcément un support culturel particulier, et que le déontologisme kantien était plutôt issu des Lumières. Et toujours dans cette tradition des Lumières, Pierre Lecoz, qui est philosophe et responsable du département des sciences humaines à la faculté de médecine de Marseille, qui écrit, qui participe au CCNE dans différents comités d'éthique, qui anime l'espace éthique PACA Corse, qui a écrit des livres. Pour lui, et toujours dans cette tradition des Lumières, en fait, la conception du principe de justice est différente de celle de nos collègues nord-américains.
Pour Pierre Lecoz, et toujours donc dans cette tradition des Lumières, en fait, les trois principes, euh, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, à partir du moment où ils sont respectés, sont nécessairement justes. Le principe de justice est finalement consubstantiel à ces trois autres principes dès lors qu'on les applique tels qu'il faut. Et donc ça consiste effectivement à traiter comme des semblables ceux qui ne sont pas identiques. Et Pierre Lecoz dit qu'une décision est juste quand elle intègre, sans que le médecin ne s'en soit explicitement rendu compte. On peut enlever médecin et marquer là, bien évidemment, sans que le soignant ne s'en soit explicitement rendu compte, la reconnaissance de l'autonomie du patient, le devoir de bienfaisance et le souci de non-malfaisance. On voit bien quand même qu'il y a une différence de tradition philosophique euh, qui a des répercussions sur la politique de santé probablement, et on sait qu'effectivement en France, on a quand même la sécurité sociale, même s'il y a des critiques. Certes, il y a des assurances complémentaires, mais enfin, globalement, les patients sont couverts. Il y a l'aide médicale d'État pour les étrangers et un certain nombre de dispositifs pour les personnes qui sont précaires. Alors que les États-Unis, ce n'est pas du tout le même cas. Et vous avez peut-être entendu effectivement pendant cette épidémie Covid que même des gens qui ont un métier, une assurance payée par leur entreprise, se voient réclamer des factures conséquentes parce que tel et tel soin ne sont pas pris en charge dans leur assurance. Et ne parlons pas effectivement des précaires aux États-Unis, en particulier des Afro-Américains. Il y a eu quelques exemples où on leur réclamait des factures de 50 ou 80 000 dollars parce qu'ils avaient été hospitalisés pour un Covid. Donc ce principe de justice n'est pas que théorique. Et la différence d'appréciation culturelle et philosophique, elle n'est pas seulement que théorique. Si on veut terminer l'examen des quatre piliers de l'éthique sous le versant principisme en comparant ces deux grandes façons de penser, la conception nord-américaine et la conception française, donc une anglo-saxonne issue de l'utilitarisme et une autre française issue des Lumières, on se rend compte qu'elles sont quand même très opposées. En Amérique du Nord, c'est l'autonomie qui est le principe dominant, hein, c'est le patient qui décide, décide d'autant plus qu'il paye d'une certaine façon, mais l'autonomie, ça veut dire aussi qu'il dispose de son corps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de don gratuit. On ne parle pas de don aux États-Unis, on vend son sang, on peut vendre son rein, on vend ses gamètes, etc., etc. On peut très bien imaginer qu'après tout, une famille peut vendre le cœur de quelqu'un qui est décédé. Alors qu'en France, on est sur le strict inverse. L'autonomie, elle n'est pas si. Enfin, c'est pas elle qui domine. Ce qui domine, justement, c'est ce principe. On a dit que les lois bioéthiques de Jean-François Métayer en 1994 fait forcément, elles venaient d'une culture judéo-chrétienne, et puis on ne peut pas masquer le fait qu'il y avait une culture catholique sous-jacente, sans doute. Et justement, on est dans la non-patrimonialité du corps humain. Cette non-patrimonialité, ça veut dire tout simplement que notre corps ne nous appartient pas et qu'on ne peut pas en disposer pour vendre des parties de ce corps ou des tissus. Et que donc en France, c'est le don de tissus, c'est le don d'organes, c'est le don de sang, donc qui n'est pas rémunéré, c'est le don des gamètes, c'est le don de cellules placentaires, etc., etc. On voit donc qu'il y a une réelle opposition entre les deux. Alors, il y a des critiques à ces principes philosophiques. Je ne sais pas si vous avez des questions avant. Donc, les critiques, on peut les faire à différents niveaux. Les critiques sur ces principes philosophiques. Alors, est-ce que pour chaque métier, il y a des différences dans l'application de ces principes ou il n'y en a pas? En fait, ce dont on a parlé, c'est de la relation du soignant et de son agir dans sa relation de soin. Et donc, pour tous les soignants, quel que soit leur métier finalement, l'application de ce principe est le même, que
ce soit un médecin, que ce soit une infirmière, un ergothérapeute, un kinésithérapeute, une orthophoniste, etc., une diététicienne, enfin bon, voilà. Tout soignant doit effectivement suivre ces principes pour que dans son métier, il respecte l'autonomie du patient, il soit bienfaisant et il ne soit pas malfaisant. Donc pas de différence entre les métiers. Alors sur le principisme, il y a énormément de critiques qui ont été émises. Et d'ailleurs, Beauchamp et Childress, chaque fois qu'ils font une nouvelle édition de leur livre, en tiennent compte et l'intègrent souvent dans leurs réflexions. On dit même que c'est une des raisons pour lesquelles l'ouvrage est jamais traduit quand il y a une nouvelle édition en français, parce que c'est pas une traduction avec quelques remises à niveau de ci, de là, mais c'est parfois une refonte de tous les chapitres, de beaucoup de chapitres. Et c'est la raison pour laquelle on ne dispose pas d'une édition en français, il faut la lire en anglais. Ce qui est important pour l'ensemble des critiques sur le principisme, c'est que les outils doivent favoriser bien évidemment la délibération éthique dont on va parler après, mais même si ce sont des principes, même s'ils ont parfois un caractère absolu, pourtant il faut aussi savoir évoluer dans ces principes, mais sans être rigide. C'est-à-dire que ce sont des principes, il ne faut pas les appliquer comme une norme. La norme, on avait vu que c'était le bien et le mal, et que donc c'est binaire. Ce n'est pas du tout le cas. Là, il y a une interprétation en fait de chacun de ces principes quand on va effectivement parler dans une réunion d'éthique et délibérer. Et Bénédicte, en fait, dans une de ses critiques, disait qu'il y avait 4 principes, mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas oublier de joindre la dignité et la vulnérabilité. En ça, en fait, on associe au principisme la dignité, bah, c'est ce qu'on a vu, c'est le déontologisme kantien. Et la vulnérabilité, au fond, ça rejoint cette éthique du Caire dont on a parlé, de Gilligan et Tronto. Donc le principisme sont des outils, mais il faut quand même savoir les utiliser et ne pas quand même ne pas les utiliser de manière extrêmement rigide, comme un protocole, une procédure, mais savoir aussi les interpréter. Concernant le care, eh l'éthique du care, elle a été critiquée parce qu'on a dit que c'était du sentimentalisme, un genre de morale familiale, euh, avec cette sollicitude et cette vulnérabilité, qui dépasse en fait le cadre du soin, c'est le prendre soin, le care. Donc c'est quelque chose peut-être qui est plus difficile à appréhender en pratique. Et puis surtout, en fait, ce que disait Tronto quand elle a continué à travailler sur le principe de Billigan, sur cette éthique du care, c'est qu'au fond, certes, ça peut être, puisque on parle du genre, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une construction sociale que les femmes s'occupent préférentiellement des soins à leur famille, à leurs proches, mais ça concerne aussi dans leur métier les hommes, sauf que c'est jamais mis en avant, jamais valorisé, parce que dans la carrière d'un homme, ce qui est important, en fait, c'est la promotion et puis la valorisation de ses actions. Donc c'est une éthique qui a pu être critiquée, mais qui reste importante. Et puis il y a des critiques qui sont beaucoup plus globales. Alors il y en a une qui concerne cette éthique presque libertarienne que défendait Revin-Augien, qui est décédé malheureusement il y a quelques années d'une longue maladie, comme on dit. Et Revin-Augien, lui, il avait une éthique minimaliste qui tient en une phrase, ne pas nuire aux autres et rien de plus. Donc on est vraiment presque dans cette idéologie libertarienne très développée aux États-Unis, où on peut tout faire dès lors que ça ne nuit pas aux autres. On voit là que si on y réfléchit, on est quand même assez loin des principes dont on a parlé. Et puis, une des autres critiques globales, ça revient à ce que Foucault appelait le biopouvoir. C'est la prise de pouvoir par la bioéthique de la vie des gens, de la vie des soignants, en imposant finalement quelque chose
que ce deux pouvoirs se considèrent comme des normes. Bon, c'est une critique qui est peut-être un peu plus politique et philosophique, mais enfin elle existe. Vous trouverez deux tableaux qu'on ne va pas vraiment détailler. Alors il y a les origines philosophiques disparates hein, sur l'éthique, et vous verrez qu'il n'y a pas directement le principisme là-dedans, donc avec le mode de raisonnement de la tradition philosophique, l'origine philosophique, la formulation, les valeurs, les principes, les règles. Ça peut être intéressant de regarder le tableau et d'y réfléchir. Et puis, il y a un autre tableau que vous trouverez dans le diaporama, qui est ce mouvement ascendant, en fait, qui part d'une constatation, par exemple Nuremberg, Tuskegee, on en a parlé, qui va entraîner bah, nécessairement euh, la formulation de règles, euh, comme il est dit là, pour dire la vérité aux patients, par exemple. Ces règles, elles viennent elles sont émises dans le cadre de principes et qui correspondent à des valeurs. En fait, il y a vraiment un lien entre ces différentes choses. Et effectivement, il ne peut pas y avoir d'éthique sans valeur qui va déterminer des principes et des règles après qui vont nous permettre sur le terrain de pouvoir délibérer. Voilà pour le chapitre sur les outils philosophiques. Si vous avez des questions. Bon, bah, écoutez, merci, je vais continuer. Euh, on va parler rapidement de l'organisation institutionnelle, de l'éthique et de la bioéthique. Alors on va en parler en France, bien évidemment, et puis on va dire un mot de son organisation internationale. En France, on l'avait dit au tout début, en 1983, il y a eu la formation, la première formation au monde d'un comité d'éthique, qui est un comité consultatif national d'éthique. Alors consultatif, c'est important, parce qu'il rend un avis, mais qui n'est pas nécessairement suivi par le gouvernement. Euh, c'est pas un avis, c'est pas une injonction à faire. Euh, Depuis son origine, ce CCNE comprend 39 membres en 3 collèges et il y a les familles spirituelles, philosophiques, institutionnelles et les représentants qualifiés, c'est-à-dire des gens qui ont une compétence en éthique. Et les usagers, depuis maintenant plusieurs années, et de plus en plus se disent mais pourquoi nous ne siégeons pas au niveau du comité consultatif national d'éthique. En fait, ça ne serait possible qu'avec un nouveau décret qui le réorganise. Pour l'instant, ce décret n'a toujours pas été proposé. On peut presque en être surpris puisque on a vu l'importance des patients experts, des patients dans l'établissement avec la commission des usagers. En tout cas, au niveau du CCNE, ça n'a pas évolué. Au jour d'aujourd'hui, en fait, il faut corriger le 133, il faut marquer 134 parce que le dernier avis a été rendu le 7 mai dernier. Donc, soit le CCNE rend des avis par autosaisie, il se saisit d'une question et il essaye d'y réfléchir et d'y répondre, soit il est saisi par le gouvernement, l'Assemblée, enfin par un corps constitutionnel. Il a un président qui est pour le moment le professeur Jean-François Delfrécy, qu'on connaît sans doute, ou que vous connaissez sans doute pour l'avoir vu dans les médias, puisqu'il est aussi le président du conseil scientifique Covid, ce qui a fait dire à certains qu'il pouvait y avoir peut-être un conflit d'intérêts, ou en tout cas un conflit de valeurs entre le CCNE et le conseil scientifique. Le professeur Delfrécy en est à son deuxième mandat, puisque il a été renouvelé, et donc il préside le CCNE depuis 2016. Le deuxième grand organisme en France dans le domaine de l'éthique, c'est l'Agence de la biomédecine qui a été créée en 2004 et qui regroupe en fait des établissements avant qui s'occupaient d'une part des greffes et d'autre part de la biologie de la reproduction. À la différence du CCNE,
c'est certes un organisme de réflexion, mais lorsqu'il rend un rapport, normalement, il est suivi des faits puisqu'il est là pour conseiller le gouvernement, les assemblées, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. En particulier, il a été déterminant sur la recherche sur l'embryon, mais c'est lui aussi qui a un regard poussé sur les greffes d'organes en France. Et puis après, cette organisation de l'éthique, elle se décline à plusieurs niveaux. Chaque établissement de recherche a un comité d'éthique, que ce soit l'INSERM, le CNRS, l'INRA, l'INED, enfin peu importe. Chaque grand organisme a un comité d'éthique actif hein, qui agit au sein de l'institution dans laquelle il est présent. Il y a aussi, depuis quelques années, des espaces éthiques. Hein. Les premiers sont apparus après les lois de bioéthique en 1994. Le premier étant l'espace éthique Île-de-France, qui est présidé par et animé par le professeur Emmanuel Hirsch, qui est philosophe. Le second en France ayant été celui de Marseille, sous l'impulsion de Jean-François Mattei, et donc, comme je vous l'ai dit, désormais animé aussi par le professeur Lecoz, Pierre Lecoz. Et puis, il y a quelque chose qui est très important dans l'organisation de l'éthique et de la bioéthique en France, ce sont les comités de protection des personnes, les CPP. On avait vu que ça venait de la loi Huriet-Seruskla dans les années 80. Ces comités ont été revus à plusieurs reprises, ils ont été encore modifiés par la loi Jardé. Et donc, ils sont chargés, il y en a plusieurs par région, ils sont chargés d'examiner les travaux de recherche clinique proposés, qu'on se propose de mener, en termes de méthodologie, d'information aux patients et de cohérence de la recherche. Ils peuvent soit refuser carrément une recherche, soit demander des modifications sur la méthodologie, sur l'information, etc. Soit accepter le travail de recherche tel qu'il est présenté. Alors, le point important, le point important et intéressant, ce sont le comité d'éthique hospitalier. En fait, il n'y a aucune réglementation qui exige qu'un établissement de santé ait un comité d'éthique. Ce comité d'éthique, au niveau local, au niveau de l'établissement, il a normalement un rôle double qui est un rôle de mobilisation. Donc, il faut qu'il permette de définir la ligne éthique d'un établissement et de faire en sorte que ce projet soit porté par l'ensemble du personnel. Et puis, il doit être un appui aux soignants, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque il y a des problématiques qui se posent dans l'exercice quotidien, dans le travail dans une unité de soins, quelle que soit cette problématique, il faut que le soignant puisse porter cette problématique devant le comité d'éthique pour en discuter et, si possible, obtenir une réponse. Quoi qu'il en soit, les comités d'éthique hospitaliers, donc dans chaque établissement, ont vu le jour sous la pression des certifications des établissements de santé. C'est parce qu'effectivement, il y a eu il y a maintenant 8 ans, dans une certification, la notion d'éthique qui est apparue. On va le revoir après parce que ça pose un problème, ça pose un problème parce que c'est apparu dans la certification des établissements de santé, et ça pose un problème dans le chapitre dans lequel on s'intéresse à justement cette éthique. Au niveau international, il y a différentes associations médicales et donc chacune a sa charte. Hein. Il y a l'Association médicale mondiale avec la déclaration d'Helsinki, le Conseil de l'Europe avec la Convention d'Oviedo, le Comité international de bioéthique de l'UNESCO avec sa déclaration. On peut dire aussi qu'aux États-Unis, l'AMA, l'American Medical Association, a son code d'éthique depuis très longtemps, puisque la première version est apparue en 1947.
bien évolué. On a vu que même, enfin, même si on sait que depuis 1947 il y a eu un code, on a vu qu'il y a eu Tuskegee et d'autres expérimentations qui prêtaient quand même largement à la critique. Alors, cette critique, justement, sur l'institutionnalisation de l'éthique, c'est depuis la certification V 2010, qui demandait s'il y avait une démarche éthique, mais ce qui était très choquant, ce n'était pas dans la prise en charge du patient, mais dans le management de l'établissement. Alors, ça, pourquoi c'est choquant? C'est choquant parce que, comme l'a dit De Quevert, on va voir après, qui est une philosophe qui travaillait à Lyon, une démarche éthique institutionnelle. Et c'est plus du tout la même chose, parce que si c'est institutionnel, on est plus dans de l'assurance qualité, avec la nécessité de reproduire finalement les choses à travers une procédure. Or, on a vu que on est dans la relation de soins et que l'éthique, c'est plutôt dans la relation de soins, dans l'éthique clinique, des cas singuliers et des situations qui ne sont pas nécessairement reproductibles. Donc, cette institutionnalisation de l'éthique, elle pose un vrai problème et De Quevin en 2011, donc une philosophe qui travaille à Lyon, avait fait un article pour dire quand même cette éthique institutionnalisée, ça ne va pas du tout. On est dans une pratique habituelle et pas dans la réflexion. On est dans l'obéissance à la loi civile, hein, forcément, puisque du coup, c'est institutionnalisé. On est plutôt dans l'application d'une procédure. Et du coup, on la voit confiée à des experts, pardon, ou des professionnels de l'éthique, et non plus à tout le personnel soignant qui doit y réfléchir. Et au fond, ça, cette institutionnalisation, c'est un utilitarisme qui est dévoyé. Donc, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes que ça apparaisse dans ce chapitre de la certification. Et dans sa conclusion, dans la conclusion de son article, De Quevert disait l'éthique, ça doit être une réflexion inlassable sur le sens de ce que l'on fait sur le rapport à l'autre, que trop peu d'éthique, on risque d'être immoral et inhumain, mais si on a trop d'éthique, c'est la bonne conscience qui peut rendre aveugle aux exigences de la moralité. Hein, c'est un peu ce qu'on disait dans le chapitre précédent sur la loi et l'éthique. Hein. La loi ne doit pas dominer l'éthique, qui ne doit pas dominer la loi. Il faut que, effectivement, l'une et l'autre soient utilisées pour avancer, pour réfléchir, mais il ne faut pas se donner bonne conscience en disant que la loi le permet, etc. Alors à l'hôpital Léon Bérard, on a un comité de réflexion éthique. Il est peut-être un peu particulier en cela que dans sa représentation, il est plutôt éclectique. Il n'y a pas que des soignants, loin s'en faut. Il y a du personnel qui travaille dans le service, mais qui n'est pas soignant. On a par exemple une ASH, on a des assistantes sociales, on a les psychologues, enfin, forcément, et on a un représentant des usagers. Donc ça, c'est particulièrement important, et c'est plutôt peut-être un peu atypique. On parlait du CCNE en disant que les usagers, eux, ils aimeraient bien y participer. Eh bien, nous, on trouve que avoir un représentant des usagers, avoir une ASH, c'est avoir des personnes naïves, il faut l'entendre dans le bon sens du terme, hein, avec des guillemets, c'est-à-dire des gens qui ont cette, puisqu'ils ne sont pas soignants, n'ont pas les mains dans le cambouis, n'ont pas le nez dans le guidon, ils sont capables peut-être, et d'ailleurs c'est souvent dans les réflexions, sont capables d'avoir ce bon sens qui tout d'un coup vient un peu déranger, mais utilement, dans la réflexion que les soignants peuvent avoir parce qu'ils sont effectivement sur leur cap. Donc c'est important d'avoir ces regards extérieurs et de toujours penser que lorsqu'on va parler d'éthique, eh bien avoir enfin, quelqu'un de naïf dans le sens où il ne participe pas au service, à la prise en charge, aux soins, permet d'avoir souvent l'expression d'un bon sens salutaire pour la réflexion. Avez-vous des questions? Bon, je ne A sais priori, pas il s'il n'y a faut pas que j'en dise. de questions d'après ce qu'on voit. Pardon, je n'ai pas entendu. D'après le chat, a priori, il n'y a pas de questions. Oui, oui, j'ai vu. Ouais, c'est pour que j'en dise. Là,
J'avais vu en introduction. On vous entend plus, docteur Kerouel. Ça va mieux? Ça coupe comme au début. Ça va mieux? J'ai voulu arrêter mon micro. Non, ça coupe de nouveau. Ça va mieux là? Vous m'entendez? Oui? Bon, ça ne coupe plus, j'espère. Bon, euh, ce qui est important, donc après avoir vu ce survol historique, pour voir comment on a été arrivé à cette éthique clinique, et puis après avoir vu les outils, la loi, les outils philosophiques, leur critique, c'est d'aller à la finalité, à quoi ça sert finalement. Bon. Cette éthique clinique, elle doit nous aider à améliorer notre comportement, ce bien agir en fait, pour adapter la bonne décision au lit du patient et donc améliorer la qualité du soin. Euh, pour y parvenir, on a vu qu'il y avait des outils, mais il y a une contrainte, c'est qu'on a un devoir, et ce devoir, il est à trois niveaux. Il y a ce que moi, en tant que soignant, je vais m'imposer, et c'est effectivement cet agir éthique. Il y a ce que la société nécessairement m'impose, eh bien, on l'a vu, c'est la loi. Et puis, on en a parlé juste auparavant, c'est cette institutionnalisation qui fait qu'on travaille dans un établissement, dans un service, une unité, et que euh, l'institution dans laquelle je travaille, l'établissement dans lequel je travaille, m'impose des règles et des procédures que, de toute façon, je dois suivre. Donc, finalement, on a une intersection de ces trois injonctions et c'est ce devoir-là qui est la résultante de ces trois composantes qui va être importante dans notre réflexion puisqu'il va falloir la prendre en compte. Euh, il faut aussi bien comprendre que cette relation de soignant n'est pas simplement celle du médecin, elle se fait entre quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui va écouter et qui est le sachant, et du coup elle est asymétrique. Eh bien, le but de la réflexion éthique, c'est de remettre de la symétrie dans cette relation, de répondre à l'appel du malade, et pour la corriger, bon, on n'est peut-être pas nécessairement obligé de euh, littéralement faire la même chose que ce qu'on demande aux patients, mais pourquoi pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de remettre de la symétrie. Et pour remettre de la symétrie, par exemple, dans une chambre, c'est de se mettre à portée des yeux, le regard au même niveau que le regard du patient, etc. Ce sont des choses toutes simples. Effectivement, quand on rentre dans la chambre faire une visite, et qu'on est plusieurs, et qu'on domine de toute sa hauteur quelqu'un qui est alité, nécessairement, on ne peut pas dire qu'il y a une relation symétrique, hein, puisqu'il y a forcément quelqu'un qui non seulement est souffrant, mais en plus, du coup, se retrouve littéralement rabaissé. Alors, pour remettre de la symétrie, il y a même eu des expériences qui sont conduites dans les facultés de médecine, dans les IFSI, qui consistent à se mettre dans la peau d'un malade, littéralement, avec des applications de réalité virtuelle. Ça peut être soit l'expérience d'un schizophrène pour comprendre quelles sont les hallucinations, est-ce que ça peut changer pour un schizophrène d'être dans la vie de tous les jours et de se rendre compte que justement, il n'est pas tout à fait dans notre monde, ou ça peut être, par exemple, se mettre dans la peau d'un patient atteint de la maladie de Crohn. Il y a d'autres expériences qui ont été faites. Il y en a qui sont très simples, hein. Il suffit de se mettre dans un fauteuil roulant pendant une heure et puis d'essayer de faire la totalité des actions qu'on doit réaliser pendant une heure avec ce fauteuil roulant pour se rendre compte de la difficulté qu'il y a à se déplacer, à vivre parfois avec un fauteuil roulant, à accéder à certains endroits.
Il y a même eu une expérience qui avait un genre de combinaison contraignante qui était censée reproduire l'arthrose que subissait une personne âgée de façon à mieux comprendre pourquoi il y a des choses qu'elle ne pouvait pas réaliser, des gestes qu'elle ne pouvait pas réaliser, la difficulté à marcher, etc. Donc, d'une certaine façon, c'est très important d'avoir cette expérience autant qu'on peut pour mettre de la symétrie, mais de remettre de la symétrie dans la relation, en sachant que, par exemple, chez les anglo-saxons, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir s'il fallait garder le titre de docteur, qui était anachronique et qui, finalement, était disrespect, c'est-à-dire on ne respectait guère le patient parce qu'on lui montrait de suite qu'on n'était pas à son niveau, mais bien supérieur. C'était la même chose pour la blouse blanche, hein. Voilà, il y a des services où il n'y a pas de blouse blanche dans certaines spécialités, et c'est vrai que quand vous entrez dans ces services, parfois c'est difficile de distinguer le soignant du patient, mais pourquoi pas, ça remet effectivement sans doute un peu plus de symétrie. Alors, cette équipe clinique, une fois qu'on a dit ça, c'est pourquoi faire? Eh bien, on va essayer de lever tout ce qui peut gêner dans la relation de soins, mieux comprendre les décisions qui y sont prises, lever des incertitudes dans la prise en charge, essayer de traiter les conflits de valeurs, hein. Les conflits de valeurs, il y a deux valeurs qui viennent s'opposer. Euh, le principe absolu de la vie, même en fin de vie, et puis tout d'un coup, on décide d'arrêter la nutrition, par exemple, hein. On a dit que c'était quelque chose qui était mal supporté, c'est un genre de conflit de valeurs important. Et puis, tous les dilemmes qui peuvent se poser, mais que ce soit pour les médecins, les soignants, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les cabinets. Il faut que ce soit centré sur le patient. Donc, c'est son histoire qui est importante. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, ça puisse répondre à l'interrogation des patients, à leur souffrance. Et il faut tenir compte des valeurs dont on a parlé précédemment. On a vu qu'il y en avait beaucoup, qu'il y avait aussi ce qu'on doit s'imposer, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés pour avancer dans cette réflexion. On le répète, cette démarche éthique dans la relation de soins, dans l'éthique clinique, c'est une démarche pour un cas clinique donné par le bien de casuistique. Et finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver la moins mauvaise solution possible pour, après avoir réfléchi, répondre à la problématique de ce cas précis. La question, c'est de savoir comment on va faire pour bien faire, hein. Alors, l'action la plus humanisante, c'était Malherbe qui disait ça, bien évidemment, on est vraiment dans cette relation-là. Voilà quelques exemples que vous pourrez regarder, mais vous en trouverez sûrement, et peut-être on pourra discuter justement sur des cas que vous avez identifiés parfois, mais on retrouve de toute façon les arrêts de traitement, le choix des patients par rapport à une opinion professionnelle différente, les droits individuels par rapport aux droits collectifs, l'équité, les soins futiles ou inutiles, on en a déjà parlé. C'est pas exhaustif, hein, bien sûr. La preuve, hein, c'est pas exhaustif, mais par contre, cette communication, on avait déjà dit qu'il ne faut jamais qu'elle soit rompue. Et quand on parlait de l'incertitude, certes, la médecine peut être une science, mais c'est pas seulement ça, c'est une relation humaine, une interrelation. Il y a un moment donné, il faut savoir tenir compte aussi de ce que le patient croit. Il faut l'intégrer. Donc, il faut que cette communication, elle soit toujours présente. Si jamais elle est coupée, si elle devient difficile, et a fortiori si elle est impossible, alors on va nécessairement avoir un conflit. L'idéal, c'est de ne pas arriver à ce conflit, mais à en rester à une problématique à réfléchir. Un conflit, c'est déjà le stade au-delà. On peut voir qu'effectivement, des conflits, hein, on peut en trouver partout. Un des conflits qui peuvent exister, c'est sur les croyances ou les conflits transculturels, quand on n'apprécie pas vraiment, on a du mal à apprécier finalement les interdits culturels d'un patient. On avait eu dans le service un patient qui venait d'Afrique, à qui on ne comprenait pas pourquoi il était farouchement opposé à une fibroscopie quand on lui avait expliqué ce que c'était. On lui avait dit bah, il faut avaler un tuyau, ça ne dure pas longtemps, une anesthésie locale, etc.
il était très opposé, et il était même terrorisé quand on en parlait. Et on a fini par apprendre, par la famille, etc., que ce tuyau, ce fibroscope, en fait, était assimilé à un serpent qu'il fallait avaler. Et le serpent, dans sa culture africaine, c'était quelque chose d'extrêmement maléfique. Donc voilà, par exemple, un problème transculturel qui n'est pas nécessairement éthique, mais c'est toujours important d'arriver à comprendre le soubassement culturel de chaque patient. Alors, on l'avait déjà dit, le refus de soins, euh, théoriquement, c'est qu'on ne peut pratiquer aucun traitement sans consentement libre et éclairé de la personne, et le consentement peut être retiré, mais il y a des cas où ça n'est pas valable. Quand la personne est mineure ou quand elle est sous tutelle, quand il s'agit d'une urgence vitale, et la personne en fin de vie, ça a évolué parce que maintenant, bon, la sédation terminale continue jusqu'au décès. En Angleterre, dans leur système de santé, ils ont l'habitude de faire des choix. Ce sont des anglo-saxons, ils ont une démarche, une philosophie, une éthique plutôt utilitariste. Et il y avait eu effectivement le cas d'un hôpital saturé. Il fallait que le médecin fasse le choix entre deux patients. Un patient, l'un atteint de cancer, qui pourrait avoir en opération, et un autre en soins intensifs, mais pour une femme jeune qui avait une hémorragie. Donc voilà, c'est le genre de choix, malheureusement, qui arrive. Et rappelez-vous encore une fois ce qu'on a dit juste tout à l'heure pour le Covid, eh bien, le choix entre deux patients, par exemple selon l'âge, pour deux patients Covid-19, entre celui qu'on va mettre sur respirateur ou celui qui est déjà mais qu'on va débrancher pour pouvoir mettre un patient plus jeune. Vous voyez que ce ne sont pas malheureusement que des débats théoriques. Vous avez une question sur le chat, Monsieur Kirill, je me permets de vous interrompre par rapport à la question qui vient d'être posée sur le Alors, consentement aux soins. oui, je vois la personne qui a de la contention, mais vous pouvez préciser la question parce que je vois et une personne contentionnée. Euh, ça veut dire quoi? Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par une personne contentionnée? Est-ce que c'est un, on peut débattre de manière éthique de cette problématique? Vous pouvez préciser dans le chat? Karine, Karine, est-ce que vous pouvez préciser? Merci. En est-ce que octet, vous pouvez prendre la parole oralement ou c'est pas possible? Oui, Karine, ça serait plus simple, effectivement, parce que là, on ne comprend pas trop vos questions. ouais. Alors, je vais essayer de comprendre ce que vous voulez dire. Donc, dans un hôpital, une personne qui touche ses pansements et qui refuse de rester dans son lit et qu'on va attacher finalement, c'est ça? Si je comprends. Oui, je pense que c'était ça la Alors, question, hein. au niveau de la contention, en fait, très précisément, elle est encadrée par des règles de l'HAS. Elle doit faire l'objet d'une évaluation bénéfice-risque. Il faut qu'effectivement, si on la prescrit, on pense que le bénéfice est bien largement supérieur au risque que va courir le patient une fois attaché, quelle que soit la contention qu'on va appliquer. Normalement, il faudrait qu'elle soit revue toutes les 24 heures, la prescription. C'est un peu difficile en pratique de réévaluer ça toutes les 24 heures, mais c'est pas impossible. Alors, effectivement, est-ce que le bénéfice-risque, s'il s'agit de quelqu'un qui va toucher à ses pansements, les retirer systématiquement quand ils viennent d'être faits, justifie une contention? Oui et non. Et c'est effectivement une problématique qui peut être soumise à délibération dans un comité d'éthique. Oui et non, parce que nous avons eu un patient, nous, il y a quelques années, qui était un brûlé, qui était un patient qui avait une pathologie psychiatrique importante, qui était schizophrène, et qui effectivement, le pansement était à peine posé, qu'il le retirait.
Donc au bout d'un moment, on a décidé de ne plus mettre de pansement. Ça peut paraître un peu problématique, mais il ne tenait aucun pansement. Donc il fallait qu'on adapte les soins différemment. Ce patient étant autonome, il n'était pas question de toute façon de l'attacher. Il y a un moment donné, justement, la balance entre le bénéfice et les risques, bah, c'était à nous de surveiller l'évolution. Il y avait probablement d'autres façons de faire, en particulier chirurgicales, pour faire une greffe, une couverture, en sachant que derrière, bah, il y aura toujours le problème des pansements, mais enfin, plutôt que de l'attacher. Voilà. Ça, c'était un cas. Après, il y a peut-être, pensez-vous à une personne âgée qui aurait des troubles cognitifs, qui serait dans son lit et qui arrache ses pansements, qui arrache sa sonde gastrique, qui arrache sa sonde vésicale, et on se dit, on va l'attacher. C'est quelque chose de très problématique. Il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on veut là. Est-ce qu'il faut vraiment l'attacher et le laisser dans son lit, ou se donner les moyens, même si c'est pas facile, de plutôt l'occuper en mettant au fauteuil ou voire en le levant avec les kinés. C'est pas simple du tout. Pas simple du tout. En tout cas, effectivement, la contention, c'est une véritable problématique qui doit faire l'objet d'une discussion collégiale, au moins au sein du service, c'est de savoir pourquoi on le fait, de savoir ce qu'on va surveiller, de savoir où on va et combien de temps. Et éventuellement, d'aller plus loin, de convoquer finalement le comité éthique pour en discuter. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je poursuis. Donc cette réunion de délibération éthique, on ne va pas l'organiser n'importe comment. C'est un travail d'équipe, donc on l'a dit, l'hôpital Léon Bérard, c'est pluridisciplinaire autour de la table, forcément. On va utiliser des grilles d'analyse, on va utiliser la méthode que l'on souhaite, une consultation, médiation, enfin peu importe. Ce qui est certain, c'est que si on y participe, on y va pour participer justement, pour discuter. On n'y va pas parce qu'il faut y aller. Madame Drolet, qui est ergothérapeute à Québec ou à Montréal et qui est aussi docteur en philosophie, et a écrit un livre sur l'éthique en ergothérapie, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas différente dans le métier d'ergothérapeute ou de kinésithérapeute que dans le métier d'infirmière ou de médecin, avait proposé une grille de travail, une grille d'analyse en 10 points. En fait, on retrouve à la fois des éléments communs. La première des choses, c'est de dégager la problématique éthique. Il y a un cas, il faut bien arriver à extraire ce qui pose problème. Les réactions morales spontanées, les reconnaître et les critiquer, on va y revenir. C'est très important ce point 2, vous allez voir. Énumérer et vérifier les principales hypothèses explicatives de la situation, bah oui, on dégage la problématique et on essaye de voir pourquoi on en est là. Donc, ça va nous permettre de dégager les dilemmes et éventuellement de proposer des alternatives et des conséquences. Pour faire ça, eh bien, on va faire appel à nos valeurs, on va hiérarchiser les normes, etc., etc. Et puis à un moment donné, on va prendre une décision qui va être justifiée. Et cette décision, il va falloir l'évaluer. Alors, ça, c'est une méthode qui est nord-américaine. On peut dire là encore, comme je vous parlais de Pierre Lecoz, que quand on va à l'espace éthique, dans les réunions qu'ils organisent régulièrement, qui sont ouvertes, on se rend compte qu'on n'a pas toujours une décision, même s'il y a même s'il n'y a pas de décision, elle peut être justifiée par des arguments convaincants, mais il n'y a pas toujours une décision. C'est-à-dire qu'on ne donne pas vraiment une recette de cuisine. On propose des pistes, ce qui est nettement différent de cette méthode nord-américaine qui est un peu plus procédurale, peut-on dire. Alors, il faut trouver un accord pardon, dans la décision. Il faut que chacun discute. On a dit qu'on était autour de la table, que c'était pluridisciplinaire, qu'il peut y avoir un représentant des usagers, pardon, le directeur, des médecins, des infirmières, etc. Chacun discute et normalement, il ne faut pas que ce soit quelque chose de hiérarchisé,
pyramidale, verticale, mais bien horizontale. Alors, en France, c'est compliqué, ça. On objective la situation, ça revient à bien poser la problématique éthique, et on va finir par prendre une décision en donnant des propositions d'action. Bon, et maintenant, vous savez qu'il faut tout tracer, donc on trace de toute façon ce qu'on vient de faire. En France, c'est Gomas qui s'est beaucoup intéressé aussi, qui travaille en soins palliatifs, qui s'est intéressé à cette problématique éthique et qui avait proposé depuis maintenant une vingtaine d'années, il l'a revu, hein, sa grille, mais ce qu'il appelle une démarche pour une décision éthique, la DDE. Vous allez retrouver de toute façon un petit peu la démarche de Madame Grolet, hein. On a un inventaire précis avec des données, techniques scientifiques, cliniques, etc. Qui concerne le malade, qui concerne aussi les acteurs du soin. Le malade, c'est aussi sa famille. Les acteurs du soin, c'est large. On a une délibération interdisciplinaire, on l'a dit. Donc, du temps organisé où on convoque une réunion. Si on y va, c'est pour discuter. Et il faut que cette discussion soit bien interdisciplinaire, mais ça on l'a dit, hein, puisqu'il y a plusieurs personnes autour de la table. Par contre, il y a un moment où on va prendre une décision. Il faut que cette décision, elle soit monodisciplinaire. C'est un acte, c'est une décision consensuelle qui résulte de l'aspect multidisciplinaire de la discussion. Et une fois qu'on l'a prise, soit c'était pour répondre à la problématique d'un soignant, d'une équipe dans une prise en charge, c'est une chose, soit c'est pour répondre spécifiquement à la problématique d'un patient. Et à ce moment-là, le patient, si effectivement il y avait un vrai problème identifié, il va falloir lui expliquer que on a délibéré, qu'on a pris telle et telle décision. L'idéal étant quand même, si possible, de réévaluer quand on peut le faire. Alors, qui participe, on l'a dit, c'est pluridisciplinaire, et si possible, toujours avec quelqu'un de naïf, comme on l'a explicité tout à l'heure, quelqu'un qui ne participe pas aux soins, qui n'est pas du service, qui va pouvoir prendre du recul sur ce qu'on est en train d'exposer et exprimer du bon sens et voir des choses que l'équipe qui a le nez dans le guidon ne verra pas nécessairement. Alors comment on procède? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, hein, il faut que tout le monde discute, que ce soit quelque chose qui soit plutôt horizontal, enfin pas plutôt, il faut que ce soit horizontal et pas hiérarchisé, ni vertical, ni pyramidal, que chacun ait un temps de discussion, qu'on respecte la parole de l'autre, qu'on l'écoute, qu'on argumente. C'est pas le bar du coin, c'est pas une discussion de café. Pour que l'aspect horizontal soit encore plus présent, la disposition de la salle est importante et effectivement être en cercle est bien plus favorable que d'avoir, comme dans une salle de cours en amphithéâtre, quelqu'un qui va donner un cours et puis finalement les auditeurs ils sont disposés en face. C'est pas du tout ça qu'il faut privilégier, c'est bien une disposition plutôt circulaire. D'une part, elle favorise cette disposition, le fait qu'on se voit tous à égalité, de la même façon, et donc ça permet quand même de mieux respecter la parole de l'autre. Drolet disait qu'il faut les repérer et éliminer, critiquer ses émotions. Gomas dit pas autrement, hein, il faut éliminer les biais, les émotions, les souffrances et jugements moraux. C'est pas nouveau, c'est connu depuis l'Antiquité. Épictète, hein, qui disait ce qui trouble les hommes, non pas les choses, mais les jugements qu'ils ont sur les choses. Spinoza, plus récemment, qui disait ni haïr ni juger, mais comprendre. Et puis, on se rend compte, par exemple, avec ce tableau de Ben, hein, les mots sont des armes, le poids des mots, les mots de l'attribut, etc., etc. Donc les mots sont vraiment importants et peuvent blesser, on le sait, donc il faut s'en méfier. Alors le poids des mots, eh bien, c'est un slogan célèbre, hein, il y a quelques années, pour un newspaper, c'était pas un match. Le poids des mots, on voit qu'on utilise finalement, c'était la manif pour tous. Il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est simplement pour montrer que de part et d'autre, qu'on soit d'un côté ou qu'on soit de l'autre, on utilise finalement les mêmes choses
Papa, maman, il n'y a pas mieux pour un enfant, j'ai 2 pères et 2 repères. Voilà, bon, on voit bien que les mots, ils peuvent avoir des significations différentes. Il n'y a pas que les mots, on se rend compte que la réalité, elle dépend de la façon dont on se de l'endroit où on se place. On a la même photo et on a le Nouvel Observateur avec Génération Verte, les familles chrétiennes avec la force des familles. Donc, le poids des mots, le choc des photos, la façon dont on regarde les choses, l'esprit critique et le recul sont très importants. Il faut laisser nos émotions à la porte de la salle. Alors, là, c'est pas le diaporama, mais normalement, dessous, il y avait ce petit enfant qui avait tellement ému au mois de septembre, euh, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, l'Europe entière, et qui avait entraîné Angela Merkel à accueillir tous ces migrants. Ça s'est passé parce que c'est arrivé au journal de 20 heures, tout le monde avait été traumatisé, et puis quelques temps après, on avait dit 300 enfants sont morts, mais ça n'avait choqué plus personne. Donc le choc des photos, à un moment donné, ça dépend comment arrive cette image, et l'émotion, effectivement, n'est pas toujours la même. Elle ne dépend pas, en fait, de ce qui est décrit. Jürgen Habermas est un philosophe allemand qui est important et qui lui aussi avait dit délibérer est le seul moyen de prendre une vue d'ensemble sur un problème et de trouver la solution la plus rationnelle. Délibérer, à condition que chaque interlocuteur fasse abstraction de ses passions du moment, de son intérêt personnel et surtout accepte, enfin, surtout, tout ça est important, et accepte d'envisager les arguments de l'autre. On est bien dans ce dialogue, respectueux, on écoute ce qui est dit, et Jürgen Habermas a écrit un livre qui s'appelle Éthique de la discussion, dont on peut retirer quelques points. Hein. Chacun exprime son point de vue, le temps de parole est équilibré, il y a une argumentation rationnelle, une écoute mutuelle, un respect de la parole de l'autre, et on est perméable aux arguments de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut changer d'avis. Gomas dit la même chose, nécessairement parce qu'il est bien probable que de toute façon, il est lu Habermas. Et Pierre Lecause a écrit lui aussi sur les émotions, un livre qui s'appelle La révision émotionnelle. L'émotion va en fait conduire à une rupture affective qui va finalement, qui risque de nous renvoyer à des valeurs qui peuvent être instrumentalisées. On l'a vu tout à l'heure avec les photos ou avec les mots. Donc cette émotion, cette instrumentalisation, il faut en avoir conscience, il faut en prendre conscience, parce que si l'émotion est là, est trop présente, le raisonnement va être faussé. Et de ce fait, s'il est faussé, on ne pourra pas délibérer sereinement sur un problème éthique qui peut être grave. Donc cette révision émotionnelle, elle est indispensable, et Pierre Lecause montre bien qu'elle se situe dans la voie du milieu, parce que quand il y a de l'émotion, il y a de la compassion, de la crainte, ça crée de l'angoisse, et il y a 3 solutions ensuite. Soit on devient agressif, c'est pas le but, soit on fuit, on va faire autre chose, on s'en mêle pas. Et la voie du milieu est la voie la plus difficile, c'est celle de la réflexion éthique, qui consiste justement à faire cette révision émotionnelle et avancer quand même. Et dit-il, l'émotion, donc ce qu'il appelle le conflit entre les valeurs, c'est un appel intérieur à la réflexion. C'est pas toujours simple hein, de tout laisser, de laisser toutes ces émotions à l'entrée de la porte de la salle de réunion, mais il faut le faire. Il ne faut pas oublier que cette réflexion éthique, c'est du dialogue et de l'écoute. On le dit, on le répète, c'est bien ça. Et c'est sûrement pas la pensée unique. Sûrement pas la pensée unique. C'est vraiment une réflexion. Alors une fois qu'on a posé notre problématique, on va utiliser des outils, on va se rendre compte qu'après tout, on peut prendre un peu de déontologisme, un peu d'utilitarisme, un peu d'éthique de responsabilité, un peu d'éthique de conviction. Oui et non, parce qu'on a vu que certains s'opposaient quand même. Donc on ne sait pas exactement où va se situer l'intersection de la réflexion avec ces outils. Moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est le Rubik's Cube. Alors le Rubik's Cube, non pas parfaitement réussi avec sa face verte, sa face blanche, sa face rouge, etc. Et plutôt le Rubik's Cube avant, justement,
qu'on ne soit pas revenu à tout remettre dans l'ordre. Et c'est ça, au fond, la délibération éthique, eh bien, c'est qu'il y a des couleurs différentes parce que ça va correspondre à des outils différents, à des éléments de réflexion différents, en utilisant des outils différents. La décision qu'on va prendre, elle va mêler plusieurs composantes. Alors, pourquoi bien, c'est pour aboutir à une décision monodisciplinaire. À un moment donné, il faut bien juger et trancher. Donc, effectivement, si on a discuté, il faut qu'on arrive à prendre une décision. Cette décision peut être consensuelle, on l'a déjà dit. Elle est surtout ni un gage de qualité ni de vérité. Et elle est sûrement pas plus, elle ne représente sûrement pas plus un jugement qui est sûr. On n'est pas certain qu'on a raison. Mais au bout de la discussion, lorsqu'on va prendre cette décision, on se dit que c'est probablement dans le cas donné, avec les gens qui étaient autour de la table, avec la discussion qui a eu lieu, la moins mauvaise décision pour le cas qui a été étudié, réfléchi. Gomas disait que de toute façon, la plupart du temps, les décisions qui sont prises ne sont pas du tout celles qui sont prévues au départ, et en particulier, ce ne sont pas nécessairement celles du chef. Donc, si ce ne sont pas celles du chef, on en revient à cette horizontalité et cette discussion pluridisciplinaire. Donc, dans la discussion, comme le disait Habermas, on a pu changer d'avis. Et ça, c'est important, et c'est même capital. Voilà, donc on est bien dans du cas par cas, dans une casuistique. Alors, peut-être que la décision sera plus déontologiste qu'utilitariste, ou plus du côté de l'éthique de conviction que de l'éthique de responsabilité. On l'a vu, hein, mais là-dedans peut intervenir, pourquoi pas, l'éthique du care aussi, avec cette sollicitude, la vulnérabilité. Quoi qu'il en soit, donc, c'est pour un cas donné la moins mauvaise décision possible. Voilà, donc prendre une décision, c'est une réflexion qui se fait avant, pendant, après. Et comme disait Jung, réfléchir c'est difficile, et c'est pourquoi la plupart des gens jugent, et justement, encore une fois, c'est tout ce qu'il faut éviter, bien évidemment, donc, dans une délibération éthique. On ne juge pas, on réfléchit, on discute, on écoute l'autre, et éventuellement, on se range à ses arguments parce qu'on est capable de changer d'avis. C'est la seule façon d'aboutir à une décision par rapport à une problématique éthique. Est-ce que vous avez des questions avant de conclure? Alors, à la question qui est posée, une décision éthique peut-elle aboutir à un conflit au sein de l'équipe, un refus de mise en application de la décision qui a été prise? Pour moi, la réponse est non, parce que justement, le but de... s'il y a un conflit, s'il y a une problématique, on a dit qu'il fallait en discuter, le présenter, que ce soit pluridisciplinaire. Donc, la façon de faire, c'est déjà que la personne, l'équipe qui est confrontée à un problème, se saisisse du problème et l'expose. Donc ça veut dire que déjà, c'est ce qui est marqué sur la plaque, hein, finalement, réfléchir avant. C'est-à-dire que déjà en équipe, il faut arriver à exprimer quel est le problème, comment on peut le décrire. On a dit que c'était une décision consensuelle. Donc à partir du moment où on commence à en discuter avant en équipe, tout le monde est quand même au courant qu'on va en discuter. Et chacun peut faire valoir éventuellement des points de vue différents qui doivent être apportés par la personne qui sera le rapporteur de l'équipe. Et après, on va en discuter. Alors, si on prend une décision, on a dit la moins mauvaise possible dans un cas donné. Théoriquement, quand on délibère, c'est que c'est normalement pour qu'après,
chacun s'en soit informé et l'applique. Parce que ce n'est pas la décision de quelqu'un, on l'a dit, c'est une décision qui est consensuelle, après une discussion pluridisciplinaire, même si elle est monodisciplinaire, certes. Bon. Mais si une décision est prise et qu'elle est remise en cause, évidemment que c'est possible. Et c'est peut-être qu'alors, les choses n'ont pas été préparées comme il le fallait, ou qu'on n'a pas pris en compte la totalité du problème, la totalité des personnes qui étaient concernées par le problème. Normalement, quand on va discuter, quand on va délibérer, quand on va trouver une solution, elle doit effectivement être portée à la connaissance de chacun et appliquée. Bien. Alors, pour conclure, bon, on va répéter ce qu'on a dit depuis maintenant quelques heures. L'éthique, c'est un questionnement, hein, on l'a dit, un questionnement et pas une réponse, une interrogation sur la façon d'agir, qu'elle soit individuelle ou en équipe. Cette visée éthique, on l'a vu aussi, hein, ça a été dit par plusieurs philosophes, elle est nécessairement consubstantielle à la relation de soins et à la pratique soignante, c'est-à-dire que nécessairement, puisqu'on va vouloir soigner quelqu'un, s'occuper de lui, eh bien, on va quand même, enfin, ça paraît normal de dire que c'est consubstantiel, que c'est vraiment contenu dans la relation, dans la pratique soignante, de s'occuper, de savoir ce que pense la personne, ce qu'elle souhaite, ou son autonomie, de faire des choses qui ont du sens pour elle, bien évidemment, d'être bienfaisant, et de faire des choses qu'elle ne va pas prendre comme quelque chose qui pourrait lui faire du mal, donc d'être non malfaisant, ça paraît quand même évident. Alors, il faut quand même travailler, comme on l'a dit, il y a l'institution avec des protocoles, hein, mais ces protocoles, on l'a dit, il faut aussi savoir les utiliser, non pas sortir complètement des clous, c'est pas ça du tout, mais les appliquer avec beaucoup de bon sens, parce que ce qu'on veut à l'issue, c'est que le patient soit pris en charge, qu'il soit soigné, mais qu'il soit soigné pour finalement le projet de vie que lui-même choisit, souhaite. Et finalement, il n'appartient pas au soignant, quel qu'il soit, de décider si le projet de vie, la qualité de vie souhaitée par le patient bah, est bonne ou pas. On n'a pas à juger, on l'a dit tout à l'heure. On ne juge pas. Et enfin, pour terminer, dernière diapositive, on est dans la conclusion. Toujours aller regarder derrière, ça fait référence aux photos et au texte que je vous ai montré. En fait, il faut savoir, quand on regarde un document, une photo, un texte, qui l'a écrit finalement, quelle peut être la raison pour laquelle on l'a écrit. Il faut garder un esprit critique, hein, se demander finalement quelle est la finalité de ce texte-là, et pas toujours s'emporter, nous laisser dominer par nos émotions. Je crois que ça, c'est le plus important, et ça permet effectivement, si on a bien compris qu'on peut tout analyser, rester critique, prendre un peu de recul et laisser de côté ses émotions, ça permet quand même d'avoir effectivement dans notre relation de soins un véritable agir éthique. Voilà, je vous remercie et donc je suis à votre disposition pour vos questions. Alors, merci à vous, Monsieur Kiruel, c'était bien clair. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, c'est le moment de les poser, même par rapport à ce que nous, on a pu voir déjà dans les premiers TD. N'hésitez pas à poser des questions, Monsieur Kiruel. Alors, moi, j'ai une petite réflexion pour les étudiants. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pu assister à des réunions d'éthique comme ça pendant votre stage ou à des situations? Est-ce que vous voulez nous faire partager peut-être comment ça s'est passé en regard maintenant du cours que vous avez eu?
Alors, j'ai l'impression par rapport à la question de Madame Naville qu'effectivement vous avez pas eu cette occasion, moi personnellement, à l'hôpital Léon Béra. Si vous êtes en stage et si vous apprenez qu'il y a une réunion du comité d'éthique, je vous engage fortement à demander à y participer. Euh, c'est tout à fait possible, hein. Il faut, selon le service où vous serez, et si vous êtes informé, soit il y a un référent éthique, quelqu'un qui participe directement, qui est membre du comité, donc à ce moment-là, ça ne doit poser aucun problème. Mais effectivement, on a eu parfois des stagiaires qui étaient là et qui ont bénéficié de la façon dont on faisait à l'hôpital Léon Bérard, qui n'est pas nécessairement la meilleure façon, j'en sais rien, hein, je le disais tout à l'heure, à un moment donné, c'est la meilleure solution. Moi, j'ai coutume de dire que si on voulait faire une réunion tel jour, à telle heure, à l'hôpital Léon Bérard, mais on décide pour voir un peu ce qui va se passer, euh, on fait une réunion dans chacun des pavillons, de manière indépendante, avec des membres qui sont tout à fait équivalents. On pose exactement la même question. Je ne suis pas persuadé que la réflexion au même moment, la réflexion d'une part, la discussion et la décision soient identiques. Donc ça dépend effectivement de beaucoup de choses, de la réflexion, des idées des uns et des autres, du bon sens dont j'ai parlé, etc. Mais je vous engage à y participer. Non, pour répondre à la question, non, non, il n'est pas obligé que le patient fasse partie du service. Si vous entendez parler d'une réunion, je crois que c'est important d'y aller. De toute façon, le cas sera exposé, ça permet à chacun d'en prendre connaissance, hein. En général, les membres connaissent le cas. Bon, à l'ordre du jour, il y a marqué discussion, présentation par telle équipe de tel problème, mais après, le cas précis est présenté en réunion. Bah, voilà, je vois qu'il y a deux exemples, hein, sur un patient violent après un traumatisme frontal et puis une contention chimique. Ça fait partie, effectivement, ça, la contention chimique et la contention de manière générale, des sujets évoqués parfois. Donc oui, vous pouvez participer, même si vous êtes dans un service qui n'est pas concerné par la problématique présentée. Au contraire, faites-le. Une autre petite chose, pendant le TD de la dernière fois sur le refus de soins, il y avait eu des incompréhensions par rapport à la notion de justice. Est-ce que maintenant ça s'est éclairé avec le cours pour les étudiants pour qui c'était pas très clair encore ce principe de justice? Ah, c'est un peu mieux, mais moyen. Manon, qu'est-ce qui vous Euh, je, je- questionne? je vois. Alors, le principe de justice est appelé comme ça par Beauchamp et Dross. On peut parler d'équité, en fait, hein. C'est une répartition équitable des ressources dans enfin, le concept nord-américain. Une répartition équitable des ressources qui suppose que chacun est donc mis sur un pied d'égalité. Bon. Euh, Malheureusement, on a vu qu'effectivement, c'était pas aussi simple et que ça devait être tempéré, puisqu'on a parlé des Cali et des Dali. Et donc, la question de la répartition, elle n'est pas. La justice, elle est plutôt utilitariste, hein. Quand on utilise un Cali ou un Dali, ce qu'on cherche à faire, c'est de voir quelles sont les méthodes les plus rentables. Est-ce qu'il vaut mieux dialyser quelqu'un
pendant 20 ou 30 ans, ou est-ce qu'il vaut mieux le greffer en espérant que la greffe prenne et que finalement, voilà, les ressources de la dialyse sont occupées à autre chose. C'est pas aussi simple. Après, dans la vision française des Lumières, celle de Pierre Lecause, hein, qui est quand même plutôt partagée en France, effectivement, ce principe de justice, c'est simplement que on traite chacun de la même façon, quelle que soit la personne, jeune, vieille, quelle que soit son origine ethnique, culturelle, etc., quelles que soient ses ressources, quel que soit son rang social. Ça, c'est finalement la sécurité sociale. Voilà. D'une certaine façon, chacun est traité à égalité. Donc en France, c'est un peu différent, puisque ce principe de justice, il n'apparaît pas en tant que tel, comme je vous l'ai dit, et comme le dit Pierre Lecause, hein, qui l'a explicité de manière un peu plus importante dans son livre, dans ses livres, c'est que à partir du moment où on applique le principe d'autonomie, de non-malfaisance, de bienfaisance, celles qui doivent être appliquées, et bien nécessairement, on est équitable. On n'est pas exactement dans enfin, on n'est pas du tout dans l'allocation de ressources. Enfin, oui et non, puisque j'ai parlé de sécurité sociale, mais ça s'efface totalement. Problème de sécurité sociale en France, on en parle quand on dit qu'il y a un trou à la Sécu, mais après, quand on veut être traité, tout le monde est traité de la même façon, à peu près. Enfin, non, pas à peu près, tout le monde est traité de la même façon. Je vous ai montré qu'aux États-Unis, quand vous êtes noir, si vous êtes reçu dans un service d'urgence que vous avez mal, vous n'êtes pas sûr d'être traité aussi bien que peut l'être un patient blanc. Voilà, donc le principe de justice, c'est autre chose de part et d'autre de l'Atlantique. Ben, merci, Dr. Kerouac, pour ces éclaircissements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, eh ben, alors on va vous libérer. N'oubliez pas d'aller travailler aussi le PowerPoint qui a été mis en ligne de Monsieur Combe. Et puis, Monsieur Kirel, Dr. Kirel, je vous remercie pour cette intervention. Et puis, on vous retrouvera donc le 25 mai pour l'éthique et la brûlure. Avec plaisir, toujours. Merci beaucoup à tout le monde, en tout cas, pour votre écoute. Merci à vous, Monsieur Kerouel, et puis merci aux Très étudiants bonne qui ont journée. suivi le cours, en tout cas. Pareillement. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.